le sujet qu'on a choisi, c'est le socle citoyen. Parce qu'il y a 3 semaines maintenant, est sortie une tribune dans l'Obs avec pas mal de signataires disant voilà, finalement, par rapport à la difficulté actuelle, il faudra mettre en place un socle citoyen. Le socle citoyen, dès la première page, vous voyez l'esprit. Vous voyez tous mon PowerPoint? Ça va? Oui. Voilà, son PowerPoint, vous voyez l'esprit. Donc là, j'ai mis un petit bonhomme que vous reconnaissez, qui voit l'obstacle. Et j'ai mis comme titre un socle citoyen en 2021 pour absorber les crises. Car l'idée est venue du fait que nous sommes dans une crise, et donc dans une crise, il faut que chacun puisse se récupérer et absorber le truc. Absorber les crises. Je vais commencer par expliquer la chose tout de suite en 2 slides. Pour expliquer la chose, je commence par regarder l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, depuis 2019, nous sommes passés à un prélèvement à la source. Ce prélèvement à la source est une nouveauté de l'année 2019. Et en fait, cette chose-là, chacun découvre ce prélèvement à la source au fur et à mesure qu'il se déploie. C'est nouveau, donc là, on découvre les choses. Et si on regarde les choses un peu calmement, on peut se rendre compte que le prélèvement à la source fait que le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2019, il s'étale sur un cycle de 4 années. De 4 années. C'est quand même assez impressionnant. Alors, je vous l'explique. C'est qu'en fait, en 2017, nous avons eu des revenus. Ces revenus de 2017, mois après mois, bon, nous les avons déclarés au printemps 2018. En 2018, nous avons déclaré les revenus de 2017. Et donc, ce qui a fait que nous avons payé un solde d'impôt sur le revenu 2017 à l'automne 2018. Sachant que certains, moi ou d'autres, avaient payé des tiers provisionnels en février et en mai. Et au printemps 2018 également est arrivé ce qu'on appelle ce calcul d'un taux de prélèvement à la source qui a été la nouveauté de la déclaration d'impôt du printemps 2018. Et ce taux applicable à partir de janvier 2019. Alors certains d'entre vous peut-être ne payent pas d'impôt en France, hein, je pense à ceux qui sont dans les îles, je ne sais pas comment ils font, je ne sais pas si ça marche dans les îles. Peut-être d'autres qui n'ont pas de revenus réguliers, je ne sais pas, qui ne payent pas d'impôts, mais ceux qui payaient des impôts en 2018 se rappellent bien de ça. Donc voilà, nous avons connu quelque chose d'un peu particulier, pas très compréhensible. Bon. Mais donc ce taux a été créé au printemps 2018. Et depuis janvier 2019, sur nos revenus, le fisc a prélevé, via nos employeurs ou via différents partenaires ou caisses de retraite ou autres, a prélevé un bout de nos revenus, mois après mois, pendant toute l'année. Et actuellement, nous sommes au printemps 2020. Et au printemps 2020, nous faisons quoi? Nous faisons la déclaration des revenus de l'année 2019. Et cette déclaration de revenus 2019 va permettre de calculer un solde de revenus, d'impôt sur le revenu, qui sera réglé en septembre 2020. Et donc, c'est pour ça que je vous ai fait ce magnifique graphique que vous voyez là, où je vous montre que le calcul de l'impôt sur le revenu 2019, finalement, il interagit avec des informations, des actions, des revenus sur une durée quasiment de 4 ans, de 4 années. Évidemment, l'impôt sur le revenu de l'année 2020, ça s'applique à partir des taux calculés en 2018. Et donc, c'est entrelacé tout ça. Donc, année après année, on aura cette année, on aura l'année prochaine, on aura les années suivantes, on aura quelque part une interaction de 4 années d'impôt sur le revenu la même année. Bon, donc ça, c'est quelque chose qui est bien et pas bien. En pas bien, c'est compliqué. En pas bien, c'est compliqué parce que finalement, ça fait cette mécanique-là fait de nous des gens passifs. Parce que globalement, qui réellement comprend ça? Pas tout le monde, c'est sûr. Et donc, ça vient comme ça vient, et puis on subit, puis on déclare qu'on demande de déclarer, et puis on reçoit quand on reçoit, on paye qu'on doit payer. Enfin bon, ça fait de nous, ça nous met dans une position un petit peu passive. Par contre, ce qui est bien, c'est que pour la première fois en 2019, nous avons un impôt sur le revenu relativement contemporain des revenus. En janvier 2019, a été prélevé sur nos fiches de paye ou retraite, par exemple, a été prélevé un taux de nos revenus du mois.
Voilà, donc il y a eu des progrès. Bon. Le socle citoyen, cela veut dire qu'on va mettre en place de manière contemporaine quelque chose qui s'apparente à ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire qu'on va remplacer le calcul du prélèvement à la source par un calcul extrêmement simple, qui est en vert par rapport à ce qui était au-dessus en rangée, quelque chose d'extrêmement simple, qui est calculé en fonction des revenus du mois, et calculé que en fonction des revenus du mois. Là, on ne se préoccupe plus du tout de savoir quels étaient les revenus il y a 2 ans, ou l'année dernière, ou quoi que ce soit, on ne s'en occupe plus. On dit voilà, le socle citoyen, ça va être 30% des revenus du mois, moins 500 € par personne. Et donc là, vous retrouvez un peu la forme de mon petit bonhomme, là. Vous avez un truc qui va osciller et qui va suivre les évolutions des revenus. Avec un impôt qui peut avoir un caractère, je dirais, positif pour l'individu, parce que, là, vous voyez la flèche jaune au milieu, qui montre que quelqu'un qui n'a pas de revenu un certain mois, en 19, par exemple, là, on est au mois de mai 2019, pas de revenu au mois de mai 2019, c'est 21, pardon, 21, mais de 21, où là, on va lui calculer 500 €, il va recevoir 500 € automatiquement. Les mois suivants, pas de revenu, 500 €. Le mois suivant, il commence un boulot, il a un petit revenu, là, il aura un complément naturel qui va être calculé, ce sera revenu x 30%, moins 500 €. Autre point important aussi là-dedans, c'est que si je reprends le graphique du haut, j'ai fait figurer un petit picto sur les familles. Donc, si en 2017, la personne était dans une famille avec 2 enfants, enfin un couple avec 2 enfants, et qu'en 2019, cette personne se retrouve toute seule, face à une séparation par exemple, eh bien, le taux de prélèvement qui était calculé en fonction de la famille, il peut être différent quand on est seul. Donc là, on a une instabilité, les taux, par rapport à ce qui se passe au niveau familial. Avec le socle citoyen tel qu'il est décrit là, on ne se pose plus la question. C'est 500 € fois N, c'est-à-dire le nombre de personnes présentes dans le foyer fiscal le mois considéré, fin de l'histoire. Donc on ne s'occupe pas du tout de savoir ce qui se passait il y a 2 ans. Donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus robuste, qui absorbe les évolutions. Donc là, je vais montrer un revenu qui, l'année 2021, c'était pareil 2019, suit une courbe tout à fait irrégulière. Et là, le socle citoyen suit naturellement ses revenus. Mais par contre, on aura toujours une déclaration de revenus 2021 pour un solde d'impôt sur le revenu, qui là, je vous montre avec une flèche jaune là aussi, sera d'un niveau nettement plus faible, parce que comme on a suivi de manière plus fine l'évolution des revenus pendant toute l'année 2021, en 2022, il y aura un ajustement relativement marginal à faire pour l'impôt sur le revenu. Dans le socle, c'est un socle qui va dans le sens, vous voyez que les petits carrés verts en bas, là, il y en a qui sont en dessous de la ligne et d'autres sont au-dessus. Donc, dans les cas où il reçoit ou les cas où il paye. Donc, ça reste une nature fiscale, ça reste de l'impôt, mais de l'impôt qui, dans certains cas, dit on vous rembourse un crédit d'impôt. Donc, ça suit l'évolution. Quand on a beaucoup de revenus, on paye beaucoup. Quand on n'a pas de revenus, on reçoit le maximum. Quand on a un petit revenu, on reçoit un complément. Donc, ça suit vraiment la dynamique des revenus. Sur la gauche, processus actuel, là, j'ai fait une sorte d'extract de ce que vous pouvez consulter, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, sur votre site des impôts. Sur le site des impôts, vous avez une partie, la partie personnelle, une fois que vous êtes identifié, vous avez suivi de votre prélèvement à la source. Et vous voyez ceci exactement. Vous voyez à quelle date les impôts ont fourni le taux du mois à votre employeur. Vous avez toutes les coordonnées, vous avez tout. Après, vous dites, voilà, maintenant, voici le montant que l'employeur a retenu sur votre salaire. Parce que l'employeur le déclare au fisc, vous le voyez. Et si vous avez des revenus fonciers, par exemple, là, c'est le fisc qui prélève directement sur votre compte en banque ce montant-là en avance de votre revenu, de votre impôt sur le revenu foncier. Donc ça, à gauche, c'est ce que vous avez aujourd'hui. À droite, là, j'ai détaillé ce qui se passera à droite dans le cas du régime socle, c'est que l'employeur indique au fisc le montant du salaire. Donc là, je mis par exemple 2 000 €. Voilà, l'employeur a versé 2 000 € à son employé, en euros imposables.
la personne a perçu un loyer, mettons 1 000 € ce mois-ci, donc le déclare au fisc. Le fisc calcule les prélèvements sociaux, CSG+, voilà, sur le loyer. Mettons là qu'on soit en régime microfoncier, donc là on est 30%, enfin je passe les détails. Et ensuite, en dessous en vert, on a les 30%, des revenus, des 2000 plus 1000 avec l'éduction des 10%, déduction des 30%, enfin bon, ça ne change pas dans la cuisine. Et la personne reçoit les 500 €. Donc avec ça, vous avez quelque chose qui se fait très facilement, avec un mécanisme qui existe déjà, c'est que le prélèvement à la source fait que le fisc est capable de faire ça de manière mensuelle sans aucune difficulté. Maintenant, on sait faire. Et donc verser ce socle citoyen, ce crédit d'impôt socle citoyen de 500 €, tel que vous voyez en bas, il n'y a absolument aucune difficulté d'aucune sorte pour que le fisc puisse le faire. Le socle citoyen, tel que je vous l'ai écrit là, c'est une solution trop simple. C'est trop simple. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. La simplicité, ça gêne. Certaines administrations ont du mal à vivre la simplicité. Parce que si les choses sont simples, qu'est-ce que vous voulez faire avec des centaines d'experts dans différents bureaux si tout est simple? Ils vont perdre leur boulot. Donc certaines administrations, certaines, c'est pas tout le monde, hein, certaines administrations ont la crainte qu'une solution simple telle que nous l'imaginons puisse un peu diminuer l'intérêt de leur boulot. C'est comme plus sympa de s'occuper de trucs compliqués que de trucs simplistes. Les experts. Je ne donne pas de nom, mais vous connaissez tous des experts qui sont extrêmement forts pour vous expliquer un tas de trucs de manière savante, et en fait, qui le font, et qui nous assènent d'ailleurs leur idéologie, enfin, je ne donne pas de nom non plus, hein, c'est aussi bien à droite qu'à gauche, et des deux côtés, parce que finalement, le fait que les autres soient ignorants des systèmes, ça rend les choses simples. On peut raconter ce qu'on veut. Hein. Les syndicats qui sont opposés de manière générale à nos propositions, le CFDT évolue un peu dans le bon sens actuellement, mais bon, c'est un peu rare. Les syndicats, eux, quelque chose qui est simple, c'est pas bon pour les relations qu'ils ont avec leurs salariés. Les associations, pareil, les grandes associations qui distribuent de l'argent aux pauvres, disent bah, si l'argent vient tout seul, à quoi je sers moi maintenant? Bien joli d'être généreux avec les pauvres, mais moi je fais quoi? Donc là, je vous présente ça de manière un peu caricaturale, mais à l'expérience, ce n'est pas loin d'être la réalité. Voilà. Et quand donc le citoyen, ce qu'ils en pensent, les citoyens, je dirais, standards, normaux, enfin les gens qu'on rencontre tous, ils ont tendance à me dire que tout ça c'est bien joli, mais le système actuel est incompréhensible, ça coûte cher. Ça, tout le monde ne dit pas la même chose, hein, mais on entend ce genre de commentaires. C'est pas très efficace. On voit toujours des gens à la rue. Hein. C'est pas très équitable probablement. Donc il y a quand même un gros doute sur l'efficacité du système. Du point de vue des systèmes fiscaux, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour mettre en place un revenu de l'ordre de 500 €. On va expliquer pourquoi. On sait faire. Techniquement, on sait faire assez facilement. Mais par contre, il y a des oppositions, alors que les citoyens, eux, disent bah, votre truc, il n'est pas efficace. Que faire? Le fait que le système ne soit pas compréhensible, ça tout le monde le sait. Je vous montre avec la démonstration par Léon Régent. La démonstration par Léon Régent, ici présent, la voici, qui vous dit voilà le niveau de l'aide par enfant en fonction de la configuration familiale, en fonction que les parents sont mariés, pas mariés, ce genre de choses. Et donc c'est un paquet spaghetti immonde. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est absolument incompréhensible. Personne ne peut expliquer pourquoi, parce qu'on a des familles sur lesquelles ils ont 0 pour leur enfant et d'autres qui ont plus de 400 € par mois. On n'a pas d'explication rationnelle. Voilà, donc c'est une preuve du fait que le système est totalement incompréhensible. Si on dépasse le côté des enfants et qu'on regarde tous les cas possibles avec des familles selon leur composition, qui est un peu de revenus, pas de revenus, un petit, un moyen, un grand revenu, on a différents systèmes qui interviennent, différents mécanismes. Et en particulier, on peut remarquer plusieurs choses. Déjà, une chose, moi, qui me frappe beaucoup, c'est le fait que quand on a des petits ou pas de revenus, on doit faire la somme de plusieurs dispositifs pour boucler son budget. Quand on n'a pas de revenus, on doit demander des APL, demander du RSA, une prime de fin d'année, des allocations de frais scolaires, allocations familiales. Bon,
et là, je passe tous les détails. Voilà. Donc, on est sur la somme de différents mécanismes, qui sont d'ailleurs plus ou moins exclusifs les uns des autres, avec des interconnexions qui ne sont pas très propres. Par contre, quand on est riche, on n'est pas embêté avec tout ça. On reçoit éventuellement une aide pour ses enfants, très bien, mais sinon on paye de l'impôt, point. Donc les choses sont simples. Et je pense que ça explique un peu une difficulté qu'on a à faire comprendre notre système aux personnes qui ont des revenus relativement corrects. Parce qu'ils n'imaginent pas une seconde à quel point les personnes qui sont en dénuement sont face à un truc incompréhensible. Ils n'imaginent pas. Donc ils croient que c'est simple. Ils ne se font pas l'idée de ce que c'est que vivre en quémandant en permanence un tas d'aides dans tous les coins. Un autre message important, c'est que notre système français, bon, on dit que la France, on est plutôt pas mauvais en termes de réduction des inégalités. Quand on regarde par rapport à d'autres pays, c'est vrai que quand on regarde les Gini et autres, la France est plutôt bien placée en termes de réduction des inégalités. Et regardons d'où ça vient. Là, vous avez un travail qui a été fait par des chercheurs du IEP, Michel Azimour et Virginie Guillot, où ils ont analysé le profil redistributif, donc par décile. Chaque colonne sur chaque pays, c'est un décile, en fonction des revenus. Pour le dire, alors, vous prenez la case en bas à gauche qui est la Hollande. En bas à gauche, la Hollande. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que le premier décile, donc les 10% les plus pauvres de Hollande, des Pays-Bas, reçoivent en moyenne 30% du revenu médian. C'est ça que ça dit, ce graphique. Sur la France, on est plutôt à 21%. Donc, en moyenne, les allocations sociales, les prestations sociales conditionnelles sont plutôt moins généreuses qu'en Hollande ou qu'au Danemark ou en Finlande. En France, c'est moins généreux. Mais c'est plus généreux qu'en Israël, plus généreux qu'en Italie, de beaucoup évidemment. Voilà, donc la France, on est une position moyenne plutôt haute, voilà, plutôt moyenne haute. Mais la redistribution, ce n'est pas que les prestations sociales. La redistribution, c'est d'abord et avant tout, et ça, c'est pas très intuitif, c'est d'abord et avant tout l'impôt progressif sur les revenus. L'impôt progressif, en France, a un profil très progressif, très pointu, c'est très pointu, quoi, ça monte très fort, mais ça monte très tard, ça monte extrêmement tard. 57% de la population ne paye pas l'impôt sur le revenu. On paye tous à CSG, CRDS, très bien, mais pas l'impôt sur le revenu. Et le taux marginal, le premier taux qui est à 11%, bon, il y a quand même à peu près un quart de la population qui est concernée. Le taux de 30%, c'est de l'ordre de 15%. Ensuite, les taux supérieurs à 41 et 45%, c'est 1,2% de la population. C'est quasiment personne. Donc, c'est les très riches, c'est 1,2% de la population qui est concernée par ces taux-là. Donc, l'impôt progressif, oui, il est progressif, il va haut en pourcentage. Il ne va pas forcément beaucoup plus haut que les autres pays. Bon, si on cumule tout, on est quand même les taux qui sont, on peut dépasser 50%. Hein. Mais néanmoins, voilà, ça commence très tard. Donc, on a une redistribution de fait par la sélectivité de l'impôt sur le revenu en France. Un très fort écart entre ceux qui ne sont pas imposés du tout à l'IR, ceux qui sont imposés un peu et ceux qui sont imposés très fortement. Donc, le gros de la redistribution française, et donc le plus gros effet sur l'indice Gini, de l'égalité, c'est l'impôt sur le revenu. Ce ne sont pas les prestations sociales. Sur les prestations sociales, la France n'est pas particulièrement généreuse. La progressivité de l'impôt, donc on peut le tracer par cette courbe-là. Cette courbe-là, donc dans l'axe des X, les abscisses, c'est le revenu fiscal de référence, c'est-à-dire le revenu imposable sur lequel se calcule la progressivité. Là, je l'ai tracé avec une échelle mensuelle pour que ça soit plus clair. Et en rouge foncé, qui est la courbe en rouge, là, c'est le calcul de l'impôt. Donc, une personne qui a un revenu de 5 000 € par mois, revenu imposable, revenu fiscal de référence de 5 000 € par mois, il va payer, à quelques euros près, 1 000 € par mois. Vous voyez là, les pointillés qui descendent et qui va sur la gauche, là. 5 000 €, ça donne 1 000 € d'impôt sur le revenu par mois. Ce calcul-là,
vous le trouvez dans la brochure pratique de l'impôt, à page 329. Il faut y aller. Hein. Page 329, ça vous explique les règles de calcul, tout ça. Bon, c'est exactement cette courbe-là. Bon, je fais figurer également la décote, bon, qui change un peu la pente. Au lieu de 11%, c'est 18%, mais je passe sur le détail. Voilà, donc ça, c'est le calcul de l'impôt en France. Et comme vous le voyez, je mets les petits carrés ici, là, 15% des ménages qui est à 30%, 1% qui est dans les taux supérieurs, 25% qui est à 11% et une grande masse qui est à 0. Et sur ce graphique donc, qui est de l'impôt sur le revenu, j'y fais figurer en plus, en vert, les prestations sociales de base, qui sont le RSA et les primes d'activité. Et là, c'est une courbe tout à fait inhabituelle parce qu'on ne mélange jamais ce qui se passe au niveau de l'impôt sur le revenu et ce qui se passe au niveau des prestations sociales. Et là, apparaît quelque chose d'assez étonnant, c'est que quand on ajoute l'effet de ce RSA, prime d'activité, sur l'effet de l'impôt sur le revenu, on a quelque chose qui est relativement aligné. C'est que finalement, l'effet du RSA, c'est quasiment aligné par rapport à la tranche 3 de l'impôt sur le revenu. Vous voyez le pointillé en rouge, qui est vraiment le prolongement de la droite qui est en dessous. Et donc, la redistribution française, c'est la combinaison d'un impôt progressif en rouge et de prestations dégressives en vert. Et cette combinaison, elle est quand même extrêmement alignée. Je m'étais rendu compte de ça un peu par hasard lorsque j'ai fait ma thèse en 2011. C'était assez surprenant. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très particulier, qui est très particulier à la France. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on voit ça. Et voilà, donc, bon, le fait que c'est aligné, mais pas totalement aligné, fait qu'il y a des moments où les pauvres ils vont avoir un prélèvement plus ou moins fort. Et en bas du graphique, si vous le voyez, je fais apparaître ce qu'on appelle le taux marginal de prélèvement, qui est de dire, voilà, finalement, quand on a 1 euro de plus, combien est retenu par l'État? 41% dans certains cas, 13%, 54%, 15%, bon, ça oscille comme ça, sans raison très claire. Hein. Et donc là, on dit, bah, ce serait quand même beaucoup mieux si, au lieu d'avoir une oscillation, on avait une ligne droite, disant, voilà, on part de 498,52, pourquoi pas, on descend tranquillement, c'est le niveau du RSA, on descend, pouf, et on a quelque chose qui est aligné, et donc on a un taux en bas. En bas, au lieu d'avoir un truc qui oscille, on a un truc à 28% tout le long, et puis fin de l'histoire, quoi. Beaucoup plus simple. Et puis pour les très riches, les 1% de très riches, ils ont un impôt supplémentaire avec 41%, 45%, ce qu'on veut, ça c'est une autre question, c'est pas un sujet. Un sujet à 1%, c'est pas un sujet. C'est un peu plus compliqué, pourquoi? Parce que nous avons également des couples. Et pour les couples, le calcul est un peu différent. C'est que là, quand on combine tous les mécanismes, on a une courbe en bleu qui a un peu la même allure que la courbe en rouge en dessous, mais qui est quand même un peu plus bizarroïde. Un peu plus bizarroïde parce qu'en fait, quand on est en couple, le RSA n'est pas généreux du tout. Alors qu'on a 500 euros quand on est seul, au RSA, en couple, on a 712 euros. Donc le complément est vraiment pas fort. Quoi. En tout cas, c'est pas le double. En tout cas, c'est pas le double. Au niveau de la première flèche pointillée orange, au niveau de 2000 euros, au niveau de cette flèche-là, vous avez un point bas. L'écart, c'est que à 2100 euros par là, la courbe bleue et la courbe rouge, c'est là qu'elles sont les plus proches l'une de l'autre. L'écart entre les deux est de 130 euros par mois, ce qui fait 4,40 € par jour. C'est-à-dire que là, quand on est dans cette zone de revenus, le fait d'être seul ou en couple fait que l'État vous accorde 4,40 € de plus. Quelqu'un qui est seul, s'il déclare qu'il est en couple, eh ben, c'est quand même une très mauvaise affaire. Une très mauvaise affaire. Si je vais tout à fait à droite, vous avez les couples mariés ou pacsés qui, eux, sont dans une situation nettement supérieure, sont mieux traités. Typiquement, quelqu'un qui a un revenu de 5 000 euros, s'il est seul, c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure, hein, s'il est seul, 5 000 euros, courbe rouge, il paye un impôt de 2 000 euros. S'il est en couple, marié ou pacsé, son impôt sera seulement de 500 euros. Donc, il a un gain de 500 euros en se mariant ou se pacsant, car il est à ce niveau de 5 000 euros. Donc, on a un système social et fiscal qui fait que quand on est en couple marié, on est quand même pas mal avantagé.
Si on est pauvre, ou qu'on n'est pas marié, c'est le cas des concubins, voilà, c'est moins intéressant. Donc on a quelque chose qui est totalement incohérent, injuste, inéquitable, sur la prise en compte des couples par notre système. Quand on voit ça, la proposition, celle d'un socle, un socle citoyen, c'est de dire, voilà, bon, on arrête les bêtises, on dit, voilà, un citoyen, c'est un citoyen, il a le droit de se marier, il a le droit d'être en concubinage, il a le droit de faire ce qu'il veut. Ce n'est pas le sujet de l'État d'aller fliquer ce que les gens font dans leur vie personnelle. Et donc, oui, voilà, une personne seule, c'est, donc je dirais le même chiffre, hein, 498,52 €, c'est ce qui est actuellement dans le calcul de l'impôt, le double qu'on a en couple, avec cette pente de 30% qu'on a vue. Et ça, c'est exactement le socle citoyen que je vous ai présenté au début, qu'on peut intégrer dans le prélèvement à la source de manière extrêmement simple. Qui sont les gagnants dans l'histoire? Ce sont ceux qui sont dans les zones jaunes. Là, ce sont les gains de la préconisation. C'est que pour les personnes qui sont seules et qui sont à 1,5 SMIC, à 1 500 €, le salaire du revenu fiscal de référence, là, il y a un petit gain en jaune, vous voyez. Pareil pour ceux qui sont à un demi-SMIC, il y a un petit gain. Mais les grands gagnants, clairement, ce sont les couples, déclarés ou pas, peu importe. Dès qu'on est en couple, aujourd'hui, on est massacré quand on est pauvre ou modeste. Là, on supprime ça. Là, on dit, voilà, vous êtes en couple, vous avez le droit d'être en couple, faites ce que vous voulez. Et donc, vos revenus, l'intervention de l'État vis-à-vis de vous sera identique. Bien entendu, pour les logements, c'est notre affaire. Le logement, c'est une autre logique. Donc, si je reprends mes schémas du début, donc par rapport au schéma actuel d'un prélèvement à la source qui étale l'exercice fiscal finalement sur 4 années, là, on se remet sur quelque chose de beaucoup plus naturel, où on a un socle citoyen qui est contemporain des revenus du mois précédent. Et voilà, les mois précédents, j'ai eu tant de revenus, on va calculer du coup le socle citoyen en fonction de ça. On déduit les prestations sociales. Si quelqu'un a des prestations sociales particulières, là, on voit ce qu'on peut enlever de ça. Partiel, je dis bien, sur la hache, par exemple, évidemment, on ne déduira pas tout sur la hache, évidemment. Et puis, tous les ans, on fait un ajustement annuel de la règle. Donc, c'est une grosse simplification qu'on peut présenter différemment encore. En disant, voilà, selon les différents revenus, aujourd'hui, le fisc est capable de récupérer l'information grâce aux employeurs, grâce aux URSSAF, grâce à Pôle emploi, aux retraites et autres, donc à l'information. Donc, le fisc fait le calcul tous les mois de tous les revenus déclarés pendant le mois, applique 30%. Ces 30%, éventuellement, on peut voir quelles sont les prestations sociales qu'il faut déduire, éventuellement, pour ce secteur actuel. On fait la somme de tout ça. On regarde également l'évolution, la situation des foyers fiscaux, et qui sont mariés, pas mariés, ainsi de suite. Ça a un impact sur le niveau de prestation de socle. Et la différence, qu'elle soit positive ou négative, est soit prélevée, soit versée sur le compte bancaire du foyer fiscal. Tout ça, ce que je vous mets à l'écran là, d'un point de vue technique, il n'y a pas de difficulté. Si le gouvernement actuel voulait le faire, il le ferait pour janvier 2021 sans aucun problème. Tout ça, ça utilise uniquement des mécanismes qui existent déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ça, le gouvernement Macron pourrait le faire. Et la démarche que nous avons initiée avec Valérie Petit, qui est une députée centriste, et d'autres co-signataires avec cette tribune d'il y a 3 semaines, c'est justement de créer ce mouvement-là. Donc un groupe de travail a été monté récemment par Valérie Petit avec les députés, donc ils sont 45 ou 47, je ne sais plus, donc des députés qui travaillent la question. Donc là, on va faire une réunion avec eux jeudi prochain, on va leur présenter tout ça, de manière à ce que les députés, ce groupe de députés, puissent analyser ça, le porter et en faire une proposition de loi qui soit soutenue, on l'espère, par le gouvernement, par les ministres, on va voir, de manière à ce que ça puisse avancer éventuellement sous une forme qui ressemblerait à ça, quelque chose qui est très, très imbriqué au système actuel et qui formerait donc ce revenu universel de 500 €, 250 par enfant, 200 par enfant, dès maintenant, je dirais dès l'année prochaine. Voici la démarche du revenu universel sous cette forme de socle citoyen
qui est donc un mécanisme égalitaire, simple, robuste. Tous les mois, aucune démarche, sans condition. Dès qu'on travaille, on gagne plus. On ne s'occupe plus de la question de savoir si on est seul ou en couple, ça ne change rien. Règles du jeu identiques pour tous, budget équilibré, ça c'est par construction. Donc voilà où j'en suis sur le socle citoyen. Voilà.